Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 21 octobre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché où les bourses ce matin cèdent un peu du terrain. Evergrande revient sur le devant de la scène et inquiète encore une fois les opérateurs. Alors hier, outre-Atlantique, Wall Street a quand même terminé un peu en ordre dispersé, le Nasdaq ayant marqué un léger repli, tandis que le Dow Jones et le S&P se sont quand même rapprochés de leur record historique, alors que les investisseurs ont été, comme vous le savez, rassurés par les résultats trimestriels meilleurs qu'attendus, publiés notamment par les entreprises américaines. Le Dow Jones a brièvement dépassé durant la séance son record atteint mi-août, tandis que le S&P, lui, s'est rapproché à 5 points de son record de début septembre. Pour rappel, début octobre, en amont de la saison des résultats lancée la semaine dernière, le S&P se trouvait à environ 6% de son record, en déclin face aux inquiétudes sur les goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement, les pressions sur les marges des entreprises et surtout la hausse des coûts de production. On constate aussi qu'après s'être emballé à l'idée d'un resserrement monétaire anticipé, les opérateurs ne tablent plus avec la même ardeur sur un relèvement des taux à court terme. Enfin, à l'observation des premières publications d'entreprises ces 10 derniers jours, globalement, les investisseurs se satisfont de la façon dont elles compensent la poussée inflationniste et les problèmes d'approvisionnement. Pour terminer, on a eu aussi hier le livre beige, enquête publiée par la Banque centrale américaine, la Fed, qui a relevé que malgré l'inflation, beaucoup d'entreprises faisaient état d'une plus grande propension à relayer les hausses de coûts aux consommateurs. Ce matin, donc, en Europe, un début de séance un peu timide, on cède un peu du terrain, après des résultats, je trouve, en demi-teinte et le retour surtout des craintes des investisseurs sur le dossier épineux Evergrande. Les craintes d'un défaut de paiement du géant chinois refont surface après que le groupe immobilier lourdement endetté a annoncé l'échec d'un projet de vente de la majorité du capital d'une filiale, ce qui lui aurait rapporté autour de 2,2 milliards d'euros. Enfin, comme vous le savez, les retombées du dossier pourraient avoir des effets imprévus qui se propageraient au système financier et à l'économie. Derrière, ça pourrait entraîner une forte baisse des perspectives de croissance. Donc, encore une fois, on est sur un dossier compliqué, un dossier épineux. Evergrande, je pense qu'il va revenir à de nombreuses reprises sur le devant de la scène et alimenter encore une fois un peu de nervosité sur les marchés. Il faut absolument que le Parti communiste chinois et la Banque centrale chinoise interviennent de manière efficace pour justement éviter un effet domino avec d'autres sociétés immobilières qui derrière pourraient entraîner un peu des désastres et des turbulences sur l'économie chinoise et derrière avec un effet domino qui pourrait se propager, comme je vous le disais, sur, globalement sur le système financier et sur l'économie mondiale. Côté macro, aux États-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie d'octobre. L'indice des indicateurs avancés en septembre et les ventes de logements anciens en septembre seront dévoilés à 16h. Et en zone euro, on aura la confiance des consommateurs d'octobre qui sera, elle, publiée à 16h aussi. Côté macro maintenant. Encore une fois,
un sondage. On a eu pas mal de sondages cette semaine effectués par Bank of America auprès des institutionnels. Et force est de constater qu'on a eu une forte poussée justement de l'inflation, mais aussi des investisseurs qui estiment que ça devient l'un des plus gros risques actuellement sur les marchés. On était seulement, vous voyez ici, c'est le sondage qui est effectué chaque mois auprès des institutionnels. Ici, vous avez le mois de septembre et là, octobre, et on est quand même passé, on a quasiment doublé. Donc, ce qui montre à quel point les investisseurs accordent finalement de plus en plus d'importance à l'inflation. Et cela va de soi quand on voit l'envolée et la flambée des prix de l'énergie, qui suscitent des craintes autour d'une inflation peut-être permanente. Tandis qu'on a des banques centrales qui sont complètement perdues, très clairement, qui ne savent pas définir ce qu'est une inflation et notamment le caractère de l'inflation. On a beau avoir des discours de banquiers centraux ou des membres de la Fed pour tenter de rassurer les marchés, mais aucun d'entre eux ne sait réellement quand est-ce que l'inflation va retomber. On parle d'inflation transitoire, certes, pour rassurer les marchés, mais quelle est la définition d'une inflation transitoire? Est-ce que c'est 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois? Ils en ont absolument aucune idée. Donc derrière, des investisseurs de plus en plus nerveux. Effectivement, comme évoqué avec vous hier, si on a une inflation au-dessus de 4% et qui se maintient au-dessus de 4%, ça risque d'être compliqué pour le marché action. Et la Fed devra aussi agir et par conséquent relever ses taux d'intérêt plutôt que prévu et programmer un tapering plus violent. Donc là, pareil, deuxième événement, deuxième gros risque, c'est la Chine, avec le dossier Evergrande, comme évoqué ce matin. Donc là, pareil, j'espère que le gouvernement chinois et la Banque centrale vont être, comme je vous le disais, assez malins et agir de manière intelligente pour éviter le pire. Donc là, pareil, tous les regards vont être braqués sur la Chine. Et le tapering que va enclencher la Fed. À quel niveau, quels sont certes, elle va mettre en place, si vous voulez, une réduction des achats d'actifs, mais quelle va être l'enveloppe de cette réduction des achats d'actifs? Pour l'instant, on est sur des hypothèses, mais encore une fois, tout va dépendre de l'évolution de l'inflation et forcément, la Fed devra agir en conséquence si elle veut éviter qu'on ait une trop forte poussée de l'inflation dans les semaines, voire les mois à venir. Et pour l'instant, force est de constater que l'inflation s'est plutôt stabilisée aux États-Unis, a accéléré en Europe, mais pour l'instant, l'inflation ne diminue pas. Et donc, des investisseurs qui commencent sérieusement à se poser la question de savoir si l'inflation est permanente ou transitoire. Et comme évoqué en ce début de semaine, je vous avais montré aussi un graphique sur, encore une fois, de BofA, qui demandait aux investisseurs, pensez-vous que l'inflation est transitoire ou permanente? En mois de septembre, on était à seulement 20%, on est passé à 38% au mois d'octobre. Pareil, peut-être des investisseurs qui commencent eux-mêmes à revoir leur copie. Point positif, quand même, malgré les risques évoqués, c'est les cycles du S&P 500. Et le sentiment que, actuellement, le S&P 500 est réglé comme du papier à musique, puisque l'indice S&P a tendance à atteindre son niveau le plus bas à la fin septembre, lors des années post-électorales, ce qui fut le cas. Et effectivement, on a tapé un creux fin septembre, début octobre, après avoir fait un point haut fin août, début septembre aussi, il me semble. On a perdu 6% et, comme évoqué en introduction, on a failli inscrire un nouveau record historique. Et globalement, bon, les mois d'octobre, novembre et décembre sont plutôt des bons mois pour le S&P 500. Et je constate en tout cas que le S&P réagit parfaitement à cette dynamique-là actuellement.
Donc là, pareil, on pourrait potentiellement avoir une fin d'année en beauté, malgré les risques évoqués. Et je m'attends très clairement à des marchés plus complexes, plus capricieux à partir du premier trimestre 2022. Premier ou second trimestre 2022. Là, on est encore porté quand même par la forte reprise économique, le soutien quand même des banquiers centraux, toujours des résultats plutôt bien accueillis, notamment pour les sociétés américaines. Un S&P qui a repris son envol, qui a deux doigts d'inscrire un record historique, malgré l'inflation, les risques de tapering, l'envolée des taux, la flambée des prix de l'énergie, bref, ça reste des risques connus et identifiés par les investisseurs. De ce fait, tant qu'on n'a pas une étincelle, si vous voulez, sur ces risques-là, qui pourraient derrière déclencher un effet domino, eh bien, les investisseurs estiment que le pire n'est pas certain et que peut-être les marchés pourraient terminer l'année en beauté avant d'entamer une nouvelle année en 2022 où là, on aura peut-être une stagflation, justement, ça veut dire une croissance faible avec une inflation élevée. Et ça pourrait être compliqué, notamment cette phase de marché pour le marché action. Côté graphique, avant d'aller sur les cryptos, qui nous ont fait quand même un superflu haussier hier avec le BTC qui a cassé ses plus hauts historiques. Avant de revenir dessus, basculons tout d'abord sur les indices, même s'il n'y a absolument pas d'action, je trouve, cette semaine sur le CAC 40. Passez votre chemin. Allez là où il y a de l'action, allez là où il y a du flux. Et depuis lundi, il s'est strictement rien passé sur le CAC 40. Dans l'attente toujours d'un franchissement de certains niveaux clés, mais d'un autre côté, on a des résultats en demi-teinte. Là, on a encore quelques sociétés du CAC 40 qui m'ont un peu déçu, enfin, qui publient, si vous voulez, des résultats solides, je trouve, même plutôt bons, mais qui ne révisent pas à la hausse derrière, ou qui ne donnent pas de prévisions pour les prochains trimestres. Donc, soit elles ne révisent pas à la hausse certains ratios boursiers, comme le BDA, soit elles ne donnent pas suffisamment de visibilité ou de perspective pour les prochains trimestres, alors qu'elles ont affiché, elles ont complètement battu le consensus et qu'elles ont affiché quand même des résultats extrêmement solides. On a un marché qui est sévère quand même. Je vois des sociétés qui perdent 4-5% après la publication, alors que les résultats sont quand même excellents. Mais des marchés qui estiment que la bourse maintenant est au perché et qu'il ne suffit pas de battre les attentes des analystes, il faut surperformer les attentes et derrière relever ses prévisions et ses objectifs pour les prochains trimestres. Et toutes les sociétés actuellement qui ne relèvent pas leurs prévisions et leurs objectifs se font dérouiller par le marché, à court terme en tout cas. De ce fait, bon, certaines valeurs tirent l'indice, certains points lourds, au contraire, plombent un peu le CAC, mais un indice qui fait du surplace pour moi, passez votre chemin toujours, pas d'action, pas de plan de trading. Ça reste bien évidemment haussier, du moins on s'inscrit toujours dans une reprise haussière, mais compliqué pour mettre un plan swing en place. Voilà, faut qu'on tienne pour moi les 6685 et 6680. C'est le gros niveau à tenir. Bon, je vise toujours un biais haussier quand même, malgré les inquiétudes ce matin autour d'Evergrande. Bon, le CAC lâche seulement 0,4, c'est pas énorme. Le sentiment qu'on est quand même toujours dans une reprise haussière, mais pas de flux, pas d'action, des marchés
qui hésite tout simplement. De ce fait, j'attends d'avoir un peu plus de visibilité sur l'indice et je préfère me consacrer à des classes d'actifs où on a pas mal de flux. Je pense notamment aux crypto-monnaies et à certaines paires de Forex. Le DAX. Le DAX qui défend bien son niveau de support quand même, malgré le gap ici ce matin, 15 400. Pour rappel, on est de nouveau, peut-être que certains ont tenté d'effectuer des achats sur le fameux setup ici, cassure Tenkan-Kijun, Kijun, qui est de nouveau le point bas de la semaine. On a un très gros niveau de support ici. Je garde quand même un biais haussier sur le DAX pour aller chercher 15 008 et 16 000 à moyen terme. Là, je considère qu'on a eu la validation d'un très beau setup haussier. Maintenant, invalidation, logiquement, c'est si on enfonce 14 750, le DAX peut très bien retomber avant de repartir. Généralement, ce setup est invalidé. Voilà, il faut mettre, là en plus on est en données hebdomadaires, mais pour moi ce serait invalidation sous la borne de base du range. Et derrière, on pourrait chercher bien plus haut. En tout cas, à court terme, pour l'instant, je constate que l'indice défend plutôt bien son support des 15 500, malgré les gaps qu'on a pu effectuer. Derrière, on remonte. Néanmoins, on est sur un gros niveau. MM50, niveau 61 de Fibo. Donc derrière, encore une fois, celles et ceux qui ont payé ici sur le retour Tenkan-Kijun, eh bien, soit peuvent mettre déjà leur stop à break-even, sinon attendront la cassure des 61,8 et de la MM50. Et là, en cas de cassure des 61,8 et de la MM50 vers les 15 600, alors on pourra espérer une nouvelle vague de hausse en direction des 15 000 puis des 16 000. Et derrière, si on enfonce les 50%, alors oui, on pourra avoir un retracement. Pour l'instant, ça tient. Des acheteurs quand même qui se montrent présents et qui défendent les niveaux de support. Mais pour moi, derrière, pour libérer le potentiel haussier à venir, il va falloir casser voilà, ce fameux niveau de retracement des 61,8 couplé à la moyenne mobile 50. Le Dow Jones, très solide, encore une fois, l'indice américain. L'objectif a été atteint, pour rappel, j'évoquais avec vous un retour sur les anciens plus hauts historiques, suite à la sortie par le haut du range, le pullback qui a été effectué sur les futurs. Donc, TP atteint pour moi sur le Dow Jones, un objectif majeur a été fait. Maintenant, si je devais mouiller un peu plus, eh bien, ce serait d'aller chercher les 36 000. Néanmoins, on a fait une très belle hausse. On a quasiment pris 1500 points en l'espace de 1, 2, 3, 4, 5, seulement 6 séances. Bon, c'est beau. Peut-être que l'indice a aussi besoin de souffler, un peu, de respirer, de reprendre son souffle avant de repartir de plus belle. Là, ça reste haussier, mais c'est pas le moment de FOMO, clairement. Attendre un repli, ce serait pas mal. J'ai le sentiment en tout cas qu'on est monté un peu haut, un peu vite, et ce serait bien que l'indice respire un peu avant d'aller chercher, et là ce serait très beau techniquement, la borne haute du canal haussier à 36 000 points. Effectivement, pour moi, premier objectif atteint, TP2, ce serait 36 000. Après, j'aimerais bien quand même avoir un repli avant de repartir, éviter que le marché monte de manière verticale. Donc, avoir à l'ouverture à 15h30. Pour moi, là, on est venu taper la borne haute du range. Je vais surtout basculer sur les futurs. On est quand même très éloigné de la Tenkan actuellement. Un repli ne serait pas à exclure et ça ferait même du bien au marché après 1500 points en ligne droite. Les futurs, justement. Ah, ça me plaît. On est dans la zone. On est très clairement dans la zone qu'on a identifiée maintenant depuis pas mal de temps, les fameuses zones qu'il faut travailler sur le Dow Jones. Je vais l'enlever. L'Ishimoku ne sert à rien, orange. Et maintenant, il va falloir adopter une bonne stratégie.
moi, la stratégie que j'aimerais, c'est ce fameux repli avant de repartir. On est sur zone, très clairement, de résistance. Tant qu'elle ne casse pas, difficile d'aller chercher les 36 000 points. Il va falloir attendre la cassure pour aller chercher ce fameux haut de canal. Ce fameux haut de canal vers les 36 000 points. Pour l'instant, on bloque sous résistance et en données 4 heures. Est-ce qu'on a validé une divergence baissière? Eh bien, non. Je pensais que oui. Ce n'est pas une divergence baissière. On a fait un top plus haut que le précédent. C'est bien dommage. C'est bien dommage en tout cas. Effectivement, ça semblait bien parti et derrière, elle aurait été validée. Pas de divergence baissière. On a un léger avalement ici, mais je trouve ça, je ne suis pas convaincu. C'est dommage qu'on ait pas eu la divergence validée. Ça aurait vraiment renforcé ce scénario de repli. En tout cas, on est sur zone. C'est pas le moment d'acheter, très clairement. C'est trop tard ou encore trop tôt. Il va falloir attendre la cassure, mais on ne se positionne pas sous résistance. Maintenant, attendre les 15h30 et voir comment le Dow Jones réagit dans cette zone-là. Effectivement, si on a une belle bougie flux derrière, si on revient tester, alors mettre en place un plan baissier pour aller chercher la zone et la même 50 avant de repartir. En tout cas, ce serait le scénario parfait d'avoir ce repli, on reprend notre souffle et bam, on repart de l'avant, on casse cette fois-ci la résistance, objectif 36 000 points. Voici le plan que j'ai actuellement sur l'indice Dow Jones. L'euro-dollar, le plan se passe toujours plutôt bien, je dirais. Le niveau de support a tenu ici en données 4 heures. Le pullback sur les 1,1620, on est reparti. Bon, en données 4 heures, on s'inscrit toujours dans un canal haussier. Alerte baissière si on enfonce les 1,1620, mais je garde toujours ce biais haussier et cet objectif vers les 1,1710. Là, on va aller chercher notre petite jaune, mais j'aimerais bien que le marché aille un peu plus haut en direction de la borne haute de ce canal baissier. En tout cas, ce serait l'objectif théorique de la divergence haussière qui a été validée, c'est 50% de retracement de la dernière vague de baisse, soit les 1,1710. Derrière, on a une très belle zone, un beau niveau de résistance, couplé à MM50 et à la borne haute de ce canal baissier. Voilà pour moi l'objectif final. Bien évidemment, si on casse cette borne haute, on pourra espérer aller chercher un peu plus haut. Mais très clairement, ça va être compliqué pour le marché, dans un premier temps en tout cas, de franchir ce niveau, étant donné les éléments techniques qui convergent sur les 1,1710. Sinon, le plan pour moi est à changer. On remonte son stop, pas d'alerte baissière tant qu'on n'effectue pas une incursion sous les 1,1620. Reprise haussière. Et maintenant, j'espère en tout cas que le marché aura assez de force pour aller chercher les 1,1710. L'euro AUD, fin du trade, objectif final atteint au pips près. Donc, j'espère que vous aviez en tout cas positionné un take profit. Je crois que ça a été tapé durant la nuit. Une limite, fin du trade pour moi, objectif majeur atteint. Bon, maintenant, ce sera intéressant de chercher des ventes, de nouveau des ventes, mais sur rebond. Pour l'instant, on reste à l'écart, on prend ses bénéfices, on dit merci au marché et on passe à autre chose. Là, ce qui va m'intéresser maintenant sur cette paire, c'est de jouer le rebond pour aller de nouveau, mettre en place une stratégie baissière. Et là, on a quand même une belle zone à 1,5620. J'aimerais un retour sur cette zone pour de nouveau vendre, pour viser en TP1 et en TP2. Je vais faire le suivi prochainement.
En tout cas, c'est un plan. J'aime beaucoup la configuration qu'on a actuellement avec la MM50. Il faudrait qu'on revienne ici. Pour l'instant, c'est trop tôt. On ne va pas non plus se précipiter après avoir eu un super mouvement baissier et un objectif atteint. Mais globalement, voilà, je constate qu'on a quand même une belle dynamique baissière et j'ai bien envie de me positionner dans le sens du flux pour revendre tous les rebonds sur cette paire. Et là, la grosse zone que le marché a travaillé, c'était les 1,5620. Donc derrière, si on a un beau rebond, eh bien surveiller cette zone sur MM50, changer de retournement pour revendre avec un stop loss juste au-dessus pour de nouveau viser TP1 et TP2. Euro GBP, rien à signaler, toujours dans ce plan vendeur comme évoqué en début de semaine, suite à la cassure du triangle, avec comme objectif un retour sur la bande basse du range hebdomadaire à 0,83. Pour affiner ce plan, eh bien, on bascule en données 4 heures. On bascule en données 4 heures et on constate la consolidation à l'intérieur d'un range. Donc maintenant, il va falloir attendre la cassure par le bas du range pour espérer une belle accélération. Pour les autres, vous pouvez tenter de faire une stratégie de ping-pong et de range entre les deux bornes. Sinon, surveillez la cassure et logiquement, la cassure par le bas devrait déclencher de nouveau un mouvement directionnel dans le sens initial du flux, qui est baissier actuellement. Et cela renforcerait encore plus la probabilité d'aller chercher petit à petit notre objectif final à 0,83. Euro-yen, ce matin avec Evergrande, les paires en yen se renforcent effectivement. Deux choses d'une. La première, l'objectif final a été atteint sur l'euro-yen, rappelez-vous, suite à la sortie de range, c'était l'objectif des 133,12. J'avais quand même évoqué avec vous en fin de semaine dernière la possibilité de prendre des bénéfices suite à l'accélération, en semant quelques séances, la pleine accélération de l'euro ici. Là, on a atteint peut-être l'objectif théorique, effectivement. Vous voyez, si je reporte ce range, voilà, objectif théorique atteint, pour moi, c'est sortie de trade maintenant. Ici, comme sur l'USD Yen, après, de nouveau, il faudra choisir la paire, mais j'ai bien envie de tenter un repli de marché. On est très éloigné de la Tenkan et j'aime beaucoup le chandelier qu'on est en train de former ici, qui est très beau, sur résistance, étoile du soir doji. Là, pour le coup, il est magnifique. On peut aussi voir un bel avalement baissier. On a une belle bougie flux directionnelle et baissière. Ici, un magnifique doji. Donc, soit on part sur un avalement, soit une étoile du soir doji. Mais en tout cas, force est de constater qu'on est sur un pattern de retournement. Après avoir atteint un objectif majeur sur résistance, notamment. Donc là, envie d'être baissier pour jouer un repli pour aller chercher les 132, puis 131, 15. En données 4 heures, on a en plus eu un petit double top qui a été confirmé ici. Voilà pourquoi plusieurs éléments techniques m'invitant à un repli, voire à un mouvement correctif de plus grande ampleur par la suite. Mais j'aime beaucoup la configuration qu'on est en train de faire qui montre finalement des signes d'essoufflement et de ralentissement sur cette paire. Avec en données 4 heures la validation du double top qui devrait permettre un retour sur la M50 et derrière si on valide effectivement l'étoile du soir doji, on pourrait avoir un mouvement plus conséquent derrière pour aller chercher les 131,15. L'USD Yen, c'est la même chose, mais il est plus coriace, le dollar américain, mais il est en train de repasser sous la zone et en fait, il a juste fait un bull trap. Il est complètement en train de faire un bull trap ici. On est
On repasse sous la zone. Je préfère la configuration très clairement de l'euro-yen, car pour le coup, j'ai le chandelier de retournement en formation. Là, toujours pas de chandelier de retournement. Juste cet excès, cette divergence, je sens qu'elle pourrait être validée et qu'on a fait un excès, quand même un excès haussier. Mais très clairement, pour moi, on est dans un bull trap. Donc, à voir. On peut aussi former peut-être une épaule, tête-épaule. Bon, pas le moment d'être. En tout cas, vendre, c'est un peu compliqué, très clairement. C'est pas aussi propre que sur l'euro-yen. Mais en tout cas, c'est peut-être pas le moment d'acheter. C'est trop tôt pour moi. J'attends vraiment une confirmation au-dessus de cette zone. Une cassure des 114,30. Mais en tout cas, c'était pour faire le suivi suite à l'apparition de la divergence. On était venu taper la zone, la bande haute du canal. Bon, la divergence avait été validée. Derrière, on donnait des lits, ça avait donné un faux départ. Et finalement, ça donne aussi un faux départ à la hausse et le sentiment qu'on est dans un bull trap actuellement. Donc voilà mon sentiment sur l'euro-yen. Mais effectivement, si le yen se renforce, l'USD-yen devrait reculer lui aussi. Mais la configuration est quand même plus propre sur l'euro-yen. Le gold. Rien à signaler, rien de neuf sur cet actif. On a établi les zones en début de semaine pour éviter de se prendre les portes de saloon. Et rien n'a changé, finalement. Toujours au même stade, toujours une bataille ici, mais pas de précipitation. Les niveaux clés sont connus et identifiés. 1750, 1725, bon là ce serait vraiment la zone parfaite. Je ne pense pas qu'on va y aller tout de suite dans l'immédiat, surtout si on break les 1800. Mais pour l'instant, pas de plan de trading, surtout en intraday où c'est vraiment piégeux, complexe même, très clairement. Et je préfère avoir de la visibilité avec des signaux clairs, soit sur des belles zones de support, soit avec une belle bougie flux et directionnelle à la cassure de la borne haute du canal, de la fameuse zone horizontale de polarité des 1800 et de la cassure en parallèle de la MM200. Voilà pour moi le plan toujours sur l'once d'or. Maintenant, est-ce qu'on peut tracer une petite oblique? On peut peut-être mettre un canal haussier. On va voir ça. Un peu surexcès, mais effectivement, on pourrait tenter d'amorcer quelque chose à l'intérieur d'un canal haussier. Affaire à suivre donc. Et dans ce cas-là, si oui, on est vraiment dans un canal haussier, eh bien, j'attends le passage en force au-dessus de cette zone pour confirmer une nouvelle fois la cassure de cette grosse résistance. En parallèle, j'aimerais confirmation en clôture hebdomadaire cette fois-ci. Ça renforcerait justement la probabilité d'avoir une accélération haussière derrière en direction des 1830. Le Brent, bon, extrêmement haussier, toujours. Le filtre en données 4 heures. Et pour l'instant, tous les replis sont payés. Ici, on a eu une belle cassure Tenkan Kijun. Le seul point négatif, c'est que, bon, ça va, on est si il est bon. Après lui, c'est un setup un peu plus particulier. C'est quand la Kijun, la Tenkan fait un angle. Je préfère quand la Tenkan est à plat avec la Kijun. Ici, on a eu avec un angle. Bon, c'est aussi valable. En tout cas, on a eu une belle bougie flux. Et encore une fois, tous les replis sont payés par les opérateurs. Et pour l'instant, ça fonctionne. Comme évoqué avec vous hier,
la cassure et le repli sur les anciens tops, c'est payé, ça part. C'est payé ici, cassure, repli, ça part. Cassure, repli, ça part. Cassure. Et une nouvelle fois, et ainsi de suite. Et le marché, le secteur pétrolier, de toute façon, est dopé actuellement. Est-ce que la divergence est invalidée ici? Enfin, elle est en cours de formation. Ouais, c'est limite. Mais de toute façon, elle n'est pas validée. Et on est quasiment au-dessus de la zone. Encore trop tôt pour moi pour mettre en place un plan vendeur. Alors effectivement, ici j'ai le sentiment qu'on était en train de faire un pendu. Hier en séance on a fait un pendu et là on pourrait peut-être faire un avalement. Bon, à confirmer en clôture, j'aimerais derrière que ce pendu, cet avalement se confirme avec d'une part la cassure de la Tenkan, qui confirmerait que cette fois-ci on n'a pas seulement un repli sur le précédent top, mais qu'on a bien enfoncé le top, et derrière on validerait cette petite divergence. Et là on aurait effectivement plusieurs éléments techniques nous invitant à un mouvement correctif sur le pétrole, avec pendu, avalement, cassure Tenkan, cassure de l'ancien top et validation de la divergence baissière par les prix. Et derrière, pourquoi pas avoir enfin un mouvement correctif. Mais pour l'heure, c'est encore trop tôt et l'ensemble des signaux évoqués, à part ce pendu, les autres ne sont pas validés. De ce fait, les acheteurs gardent la main, la dynamique reste haussière. Ne vous précipitez pas, laissez du temps au temps, auquel cas il faudra peut-être attendre la prochaine zone à 90 $. Le light, c'est exactement la même chose, seulement que pour le coup, on est dans la zone. On a fait un peu aussi suspendu, mais derrière, bon, la bougie du jour n'est pas un chandelier de retournement. Ici, on n'a pas de divergence. On est juste sous résistance. Encore une fois, le filtre 4 heures. Et pour l'instant, j'aimerais la cassure de l'ancien top ici. Effectivement, on pourrait partir sur un double top. Et le point négatif, c'est de nouveau la cassure Tenkan Kijun. Alors, le point négatif, enfin, ce qui m'embête, c'est qu'on soit sous résistance en fait. J'aime ce setup, mais à voir ce que ça donne lorsqu'il est validé sous résistance. Généralement, compliqué de payer sous résistance. On attend la cassure. Bon, néanmoins, on a quand même un setup aussi qui est validé. Et derrière, le bémol, c'est qu'on est sous résistance. Dans tous les cas, ce setup sera invalidé si le marché clôture, voilà, à peu près sous toutes les mèches qu'on a eues juste ici. Et comme sur le Brent, enfonce le précédent gros top qu'on avait eu. Pour l'instant, un setup haussier qui s'est validé, invalidation du setup pour moi sous les 90. Et derrière, si le marché par contre de nouveau accélère et casse les 84 $, eh bien je viserai les 86 $. Mais pour l'instant, trop tôt, encore une fois pour moi, pour se positionner à la vente sur ce marché. Les cryptos qui ont le vent en poupe, très clairement, comme toujours, c'est propre. Le BTC qui a même inscrit un nouveau record hier en séance, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives haussières. Et des objectifs à 75, 80, pourquoi pas 90 000 $. Si on reprend les extensions de Fibo, premier objectif c'était 61 000, et deuxième objectif ce serait 90 000 $. Comme évoqué avec vous en introduction, en début de semaine,
je vous avais montré un graphique du BTC en données logarithmiques. Donc, pour vous faire la démonstration en réel, ça donne ça. Bon, c'est un peu brouillon étant donné qu'il y a toutes les résistances et que je suis, enfin, le niveau de résistance et données de support en données hebdomadaires qui sont surtout en échelle logarithmique. On a l'impression que voilà, on n'a pas plus grand chose, mais globalement, il faut retenir l'idée que la cassure des anciens plots historiques, historiquement, le setup qui a été backtesté, qui fonctionne à plus de 90%, offre une nouvelle jambe de hausse. Donc, que ce soit en 2010, cassure des anciens plots historiques, accélération haussière, cassure des anciens plots historiques, sous-coupe. En fait, c'est un schéma répétitif qu'on a tout le temps sur la crypto-monnaie. C'est on fait un pic, sous-coupe, cassure des anciens plus hauts, accélération haussière, sous-coupe, cassure des anciens plus hauts, accélération haussière, ainsi de suite. À chaque fois, ça fonctionne. Hop, sous-coupe, accélération haussière. De nouveau, la même chose ici, sous-coupe, accélération haussière. Pareil ici, tac, sous-coupe, accélération haussière. La dernière, c'était ici, hop, sous-coupe. Et encore une fois, voilà pourquoi j'évoquais avec vous la fameuse tasse avec anse sur l'Ethereum. C'est une figure qui, selon moi, n'existe pas, en tout cas qui n'est pas évoquée dans les premiers manuels d'analyse technique, notamment les manuels que vous devez étudier si vous souhaitez passer le CFT, le diplôme de technicien de marché, qui est quand même reconnu à travers le monde. Et cette figure n'existe pas dans ces bouquins-là. Elle est arrivée bien plus tard. Mais la tasse avec anse, autant la soucoupe, elle, est bien évoquée. Mais effectivement, les cryptos ont ce phénomène d'inscrire, de s'inscrire à l'intérieur de soucoupes à chaque fois, et chaque cassure des anciens plus hauts provoque une forte accélération haussière. Et donc ici, c'est le cas. On a eu la cassure des anciens plus hauts ici. Alors là, j'ai coupé toutes les mèches et je me suis mis en données hebdomadaires pour essayer d'avoir un maximum, de relier un maximum de points de contact entre eux. Mais globalement, je m'attends de nouveau à une accélération haussière, peut-être en direction des 80 000 ou des 100 000 $. Et je suis extrêmement positif pour la suite sur le BTC. Voilà le petit point technique sur le Bitcoin. Maintenant, l'Ethereum, c'est exactement la même chose. On retrouve le même schéma sur l'Ethereum aussi. Moins prononcé, mais globalement, c'est à peu près le même schéma. Après, l'Ethereum est arrivé plus tard aussi, en 2015, mais l'historique des prix que j'ai sur Real Time, c'est 2015, mais c'est à peu près la même chose, vous voyez. Là, pareil, certains verront de nouveau cette fameuse tasse avec anse qui avait été juste ici, boum, derrière, pleine accélération. Tasse avec anse. Et là, pareil, ça devrait offrir en tout cas une nouvelle jambe de hausse. Maintenant, je vais me mettre pas en logarithmique, mais en linéaire pour reprendre ce joli graphique. Et on est en train de percer la fameuse grosse zone de résistance sur l'Ethereum. Alors, c'est extrêmement positif pour la suite. Je m'attendais à ce que ça bute un peu sur la résistance ici, mais force est de constater qu'hier, on a quand même eu une très belle bougie et on a quasiment traversé la zone. Là, actuellement, en train de la traverser, de la valider. Et en parallèle, voilà, on a franchi l'oblique, on est encore légèrement dans la zone, on a confirmé la clôture hebdomadaire, mais globalement, c'est plutôt de bon augure pour la suite et je m'attends, voilà, je ne serais pas étonné de voir l'Ethereum à 5000, 5500. Si on mesure l'objectif théorique, ça donne même beaucoup plus haut, on pourrait aller chercher 6000. Mais bon,
c'est pas impossible, hein, avec les cryptos, tout est possible. Certains disaient à 60 000 c'est trop cher, à 30 000 $, vous voyez, j'avais raison, c'est le début de la bulle. Bon, aujourd'hui on a 70 000 $, et si ça se trouve dans 3 mois on sera peut-être à 90 000, et peut-être que dans 4 ans on sera à 250 000 $. Bon, il n'y a pas de limite sur les crypto-monnaies, très clairement. Et sur l'Ethereum, graphiquement et fondamentalement, c'est plutôt bon. Le passage à l'Ethereum 2.0 dans les mois à venir, graphiquement comme sur le BTC, ça se présente plutôt bien. Si on étudie un peu l'historique passé et qu'on essaye de l'appliquer au présent, comme je vous le disais, tout porte à croire qu'une phase 3 de bull run est en train de s'enclencher. Voilà, pour moi, on a eu la phase 1, grosse phase de purge, de correction, de nettoyage, phase 2. Et là, je m'attends, après un repli, à une phase 3 de bull run et une fin d'année en beauté sur l'ensemble des crypto-monnaies. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et je vous retrouve donc demain pour faire un nouveau point complet sur la planète finance.